Come on, Touton. Ouais, salut tout le monde. Nouveau live du vendredi. C'est le printemps dans le Montana. J'essaye toujours de... On a toujours un petit problème avec Touton. Donc j'essaye de l'aider un petit peu. Là ça va vachement mieux. Mais elle s'est niqué la patte. Donc putain, elle accumule Touton. Elle s'est hyper niqué la patte. Tu vois, elle reste pas sur, elle est sur une jambe en fait. Et en fait, je sais pas ce qu'elle a merdé, mais ça fait 2-3 fois qu'elle s'abîme la patte. Et là, c'est vraiment là, elle s'est fait hyper mal. Et donc, je l'aide un peu parce que elle a du mal à naviguer le jardin. On a encore énormément de neige. Et donc, elle a un peu de mal à manipuler le jardin. Et Toast, là, la chef maintenant, elle est un peu brutale avec elle. Donc, j'essaye d'aider Touton le plus possible. Donc là, elle fait pirate jambe en bois, quoi. Ce qui fait un peu chier. Mais ça va, elle a le moral, elle continue à pondre des œufs. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, j'espère que, comme j'ai déjà dit, elle s'est déjà fait mal à la patte plusieurs fois et à chaque fois c'est revenu bien. Mais là, elle s'est vraiment, je sais pas ce qu'elle a merdé, quoi, mais elle s'est vraiment niqué la patte, quoi. Donc, elle apprécie toujours autant les bananes molles. Les plus molles, les plus mûres, le mieux. Mais elles adorent la banane comme ça, hyper pourrie, quoi. Regarde, Toast, elle va venir la faire chier, quoi. Et donc, Touton, elle le sait et elle se casse. Ah, et bon, c'est la loi du plus fort, hein. Mais donc voilà, elles aiment toujours autant la banane. Mais encore une fois, ça doit être de la banane hyper molle. Donc voilà pour les poules. J'essaye, je rentre Touton tous les soirs. Elle a du mal à monter leur échelle là. Donc je la rentre tous les soirs. Je la sors tous les matins pour essayer de minimiser en fait l'effet de marcher comme ça sur sa patte, quoi. C'est le printemps. On va voir si elles nous ont fait des œufs aujourd'hui. Pas encore. Eh, vous branlez rien, hein. Donc elles nous font quand même, là j'ai 3 œufs par jour tous les jours. Donc ça c'est plutôt sympatoche. Je vais fermer le garage parce que... Non, Brownie. Non, come on. Go, hop, tuk. Let's go. Ouais. Hop. Donc 3 œufs par jour en ce moment. On a vachement de glace et de neige encore dans le jardin et c'est en train de fondre. C'est vraiment l'enfer. On a perdu une deuxième ruche cet hiver. Donc il nous en reste une. Oh putain. Tu vois, regarde, je m'enfonce encore. Putain, jusqu'au genou, quoi. Donc on a... Oh putain, ça sent bon le miel. Ça sent bon les abeilles. Donc on a perdu une deuxième ruche. Mais on en a toujours une. Donc normalement on a parlé à tous les apiculteurs en ville. Et cette année on a eu un hiver hyper froid, hyper dur. Surtout sur la fin. Et en fait, les apiculteurs ont perdu de 70 à 100% de leurs essaims, de leur colonie.
Donc encore une perte magistrale cette année. Et nous, on a perdu 70%. Donc on a perdu deux ruches sur 3 cet hiver. Donc c'est une mauvaise nouvelle et en même temps une bonne nouvelle. Parce qu'on a quand même, on a quand même des filles qui ont résisté. Et on a quand même donc une colonie qui est encore en vie. On vient... en fait, j'ai ouvert la ruche il y a 3-4 jours, un truc comme ça. Et donc, je l'ai ouvert il y a 3-4 jours. On leur a donné du pollen en patty. Donc, on leur a donné des espèces de gâteaux de pollen pour stimuler la reine et qu'elle commence à pondre. Bon, je sais pas si vous pouvez voir quelque chose. Moi, je vois rien là. Je suis en plein soleil. Donc voilà, j'ai ouvert la ruche il y a 3-4 jours, je leur ai donné du pollen et donc 70% pour nous. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. On avait cette deuxième ruche là, putain cette deuxième ruche elle a tenu, hein. Elle a tenu jusqu'il y a environ il y a 3 semaines. Putain et un des rôles de l'apiculteur, je sais pas pour moi, je sais pas pour vous. Mais je sens beaucoup moi, ça passe beaucoup par l'odorat. Mais tu vois, putain, c'est vraiment galère quoi. Donc voilà, ça fait vraiment chier. Ça fait vraiment chier d'avoir perdu cette colonie. Je pense que elle aurait pu résister. Il n'y a pas de... Tu vois, elles ont pas de... Il n'y a pas de mites, il n'y a pas de problème sur elles. Elles étaient en bonne santé. C'est juste que voilà, trop froid, trop long, pas assez de nombre. La première est morte très rapidement. La première colonie, on a toujours eu un problème avec. Elles ont essaimé. What's up, Touton? Elles ont essaimé assez tôt. You okay, sweetie? You okay, Touton? Elles ont essaimé et donc elles ont séparé la ruche, la colonie en deux. Et donc elles avaient pas le chiffre, elles n'avaient pas le nombre, pas assez de quantité. Et donc elles sont malheureusement... voilà. 70%. 70% c'est pas... Ça a l'air d'être la norme en ce moment partout dans le monde. C'est difficile. Hein. Les abeilles, l'apiculture, c'est difficile. Quand ça marche, c'est vraiment génial. Mais putain, quand ça marche pas, c'est dur. Attends, je vais aider Toutone. Je vais la remettre. Je vais poser. Je vous pose là. Je reviens. Come on, girl. Ok. Donc voilà, la serre on n'a pas commencé encore. On allait commencer la semaine dernière. Il faisait encore trop froid. Donc on va commencer cette semaine. Normalement dimanche. Donc je vous tiendrai au courant. Mais normalement dimanche on va commencer la serre. Donc voilà pour le petit tour du jardin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Patriotic Cowboy. Salut Volwes, question de quel œil vois-tu les groupes de type 3% Oathkeepers? Bah, c'est toujours pareil. C'est comme dans tous les corps de métier, c'est comme dans toutes les associations, c'est comme dans tous les collectifs, c'est comme dans tous les groupes. Il y a des gens bien, il y a des gens moins bien. C'est un petit peu pareil avec ces groupes-là. Je trouve que, par exemple, j'aime beaucoup la dynamique Oathkeeper. Je trouve que c'est assez très intéressant. Après les 3%, on a vraiment de tout quoi. J'en connais. On a vraiment de tout quoi. Mais je trouve ça intéressant, surtout pour un petit Français qui vit aux États-Unis. Je trouve que c'est des concepts, des philosophies assez intéressantes. Eric Wattre, peux-tu nous montrer la fixation de ton push? La fixation de mon push, voilà, c'est juste, j'ai juste foutu un IWB band dessus. Donc j'ai repercé un trou. J'ai repercé un trou plus grand dans le Kydex qui vient avec, donc le Kydex de Cold Steel là. J'ai juste repercé un trou et par contre j'ai foutu un IWB band, je sais pas comment vous allez dire ça en français, dessus. J'adore cette configuration. J'en mets un petit peu partout. J'en ai sur, par exemple, le carcajou de Tony. J'ai foutu ce type d'attachement dessus. J'aime beaucoup. Je trouve ça vraiment sympathique. Mais donc voilà. Et 24 heures sur 24 avec moi. Vraiment une configuration que j'apprécie énormément. Arrêtez de me donner des conseils avec les ruches. Vous n'êtes pas dans mon teint-là, c'est complètement différent. Voilà. Polo 1310, salut Vol, quel moyen me conseillerais-tu pour conserver les légumes? J'hésite entre les déshydrater ou les congeler. Merci pour tout ce que tu fais. Très bonne question. Très bonne question. Encore une fois, c'est très intéressant de voir que on se bride toujours en tant qu'humain, en tant que résilient, en tant qu'autonomiste. C'est très intéressant de voir que notre esprit, alors je ne sais pas si c'est dû à la culture, je ne sais pas si c'est dû, je ne sais pas à quoi c'est dû, mais on se bride toujours. Et donc on arrive à des questions comme ça où c'est est-ce que je dois utiliser numéro 1 ou numéro 2? Pourquoi ne pas utiliser numéro 1 et numéro 2 et numéro 3 et numéro 4? Surtout avec la conservation des aliments. La conservation des aliments, certains aliments se conservent mieux avec certaines méthodes que d'autres. Et donc quand on parle conservation d'aliments, on ne parle pas de trouver une méthode. On est presque obligé d'intégrer une multitude de méthodes et d'ajouter le plus possible d'outils à notre boîte à outils résilience alimentaire. Donc je pense que c'est très intéressant d'avoir un déshydrateur à la maison, on en a un. Je pense que c'est très intéressant de pouvoir faire des bocaux, on en fait. Je pense que c'est très intéressant d'avoir une solution congélation, on en a 3, des congélateurs. Je pense que c'est très intéressant de faire, comment ça s'appelle putain, je sais plus l'autre méthode. Je cherche l'autre méthode qui est assez chère mais qui est très intéressante. J'ai un copain survivaliste là en ville qui vient d'acheter une machine à 2500 balles. Freeze dry. Donc freeze drying peut être très intéressant. Alors là c'est pareil. Moi maintenant que j'ai un pote qui a une machine, je peux aller chez lui et faire du freeze dry. Mais donc voilà, je pense qu'il est très intéressant et pertinent pour nous en tant que survivaliste, de pas se brider, de pas se mettre des freins et de pas restreindre nos options par rapport surtout à
à une sphère, la conservation de la nourriture, à une sphère qui demande une multitude de techniques. La salaison est une technique très intéressante. On a fait notre jambon il y a 2 ou 3 ans par salaison. Bref, une multitude de techniques, le plus le mieux. Charcutier 13, salut de Marseille, salut Marseille. Vous allez reprendre des ruches, oui, enfin des colonies, on va en reprendre 2. On en a perdu 2, on en reprend 2. Rossignol, tu penses quoi du système de notation de la population en vigueur en Chine? J'en pense qu'ils font tout haut ce que nous on fait tout bas. Je pense que en fait il n'y a pas une grande différence entre le système de notation de la population chinoise et ce qu'on fait peut-être nous sous couvert au travers les gouvernements, au travers de Facebook, Instagram et ainsi de suite. Je pense que d'une manière ou d'une autre, on est observé par nos gouvernements pour le pire et pour le meilleur, et que cette dynamique de notation, tu sais, c'est comme nous aux États-Unis, on a une notation par rapport à notre score de crédit, credit score. C'est un petit peu notre score de crédit qui est donc une note. euh, est très importante pour nous à l'échelle du consommateur américain lambda. Et c'est un petit peu ce chiffre donc que tu peux améliorer ou dégrader selon tes actions en tant que consommateur. Euh, mais donc ce chiffre est une note qui note donc l'individu, et selon ta note, tu as accès à des choses sympas ou pas. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, euh, les gouvernements de plus en plus mondialistes nous notent, nous apprécient, nous jugent, nous caractérisent, et ainsi de suite, nous divisent. Donc voilà, je pense que le gouvernement chinois est très ouvert par rapport à ça. On est plus sur une dynamique ici Orwells, mais je pense que nous, on y est déjà, mais sous couvert en fait. Salut la Lozère, c'est bien la Lozère. Si j'étais en France, j'hésiterais quand même longuement entre la Lozère, les Pyrénées et la Bretagne. Il faudrait trouver quel, euh, quel groupe de ces gens-là qui vivent dans ces environs-là sont les plus insoumis. Euh, Eva Elio, salut Volwest, je repose la question d'un autre, pourquoi le Montana et pas un autre État? J'ai répondu à cette question une multitude de fois. Allez voir le blog, revisionner les lives. Je crois que j'ai donné au moins 3 ou 4 interviews pour des médias mainstream français, où je parle effectivement du Montana et du choix et tout ça. Civis Albus, de plus en plus de communes françaises s'équipent de vidéoprotection surveillance. Est-ce le cas dans le Montana? Non. Que penses-tu de la présence grandissante de ces caméras dans notre vie? Alors les caméras, c'est pas nouveau. Je crois que les rois de la caméra, c'est quand même les Anglais encore. Putain, le nombre de caméras sur Londres, c'est absolument incroyable. Ça fait très longtemps maintenant. Je crois que je parlais avec un pote. À un moment, je bossais avec un pote. On s'était mis ensemble pour faire de la charpenterie et tout. Un super bon pote à moi, un PD. Mais on s'entendait vraiment super bien. Et il me parlait, toi, à chaque fois qu'on rentrait dans Home Depot et tout, dans le Roi Merlin pour vous, c'était à peine si on se battait pas à chaque fois. On a tous les deux des caractères de merde. On fait tous les deux 1m95. Et donc, putain, et puis lui, il a vraiment un caractère de merde, quoi. Mais donc, il me disait, ah putain, tu vois, à chaque fois, voilà, il s'embrouillait avec des mecs et tout, et je crois que ça fait 20 ans maintenant, peut-être 20 ans, 15 20 ans, 15 ans,
que je lui disais, fais attention, il y a des caméras partout, aujourd'hui on est tout le temps filmé. Et donc fais que chacune de ces actions soit ta dernière bataille sur Terre, filmée. On est tous filmés 24 heures sur 24. C'est soit la caméra est dans la poche des gens, dans nos téléphones, soit il y a des caméras partout. Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que c'est l'ère du flicage en continu. J'en pense que c'est l'ère de la délation en continu. Très 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 difficile aujourd'hui de passer sous le radar. Et c'est pas quelque chose qui me réjouit. Alors pour certaines personnes, ça a du positif, ça a des bons côtés. Si vous tenez un magasin, j'en sais rien, moi sur les Champs-Élysées, qui ait des caméras partout, c'est peut-être bien pour vous. Mais d'une manière générale, je pense que c'est pas vraiment un truc hyper de bonne santé. Et il va y en avoir de plus en plus. Je pense que tout est déjà filmé, mais je pense que tout va être encore plus filmé, enregistré. Les bandes de données, on a vu avec la NASA aux États-Unis, toutes nos conversations téléphoniques. À partir du moment où de toute façon vous mettez le doigt sur Internet, si vous mettez un pied sur Internet, tout est enregistré, c'est de la folie. Donc pour ça, c'est vrai que le monde avant technologie, avant Internet, moi je suis né au début des années 70, donc j'ai déjà connu ça. Et c'était déjà tout de suite, il y avait un anonymat qui était quand même sympatoche. On pouvait dévaliser des banques sans trop se faire remarquer. Ballistique 69, as-tu des nouvelles de la boutique à nous donner? Donc Station 9, j'ai reçu le premier patch aujourd'hui. Donc ça va prendre à peu près 10 jours pour qu'on ait les patchs. Donc les nouvelles de la boutique, c'est qu'on va avoir les patchs incessamment sous peu. Donc on n'en a pas fait beaucoup. Donc restez, on fait pas de précommande et tout le bordel. Restez à l'affût sur notre page Station 9 pour la mise en vente de ces patchs-là. On expédie partout dans le monde. Et pour ce qui est des outils, je ne peux pas en dire plus, ça arrive. Tête de chou? Tête de chou 31. Que penses-tu du sabre raid comme lacrymogène? Très bien. Christophe Fauconnier et le livre avec Tony. Tony est très lent. Donc j'attends toujours Tony. Stéphane Braise, déshydraté me semble préférable. Non, tout. La déshydratation c'est bien, les bocaux c'est bien, la lactofermentation c'est bien. Comme je l'ai dit, arrêtez d'être binaire. Le survivaliste 42, peux-tu faire plus de vidéos coup de gueule s'il te plaît? C'était vraiment intéressant. Ça vous plaît quand on vous met des claques hein. Jean Sini, salut, ton avis sur l'actualité concernant la France, notamment l'usage de l'armée pour remplacer les forces de l'ordre sur les sites sensibles. Alors, à terme, je pense que la police se militarise et que si la police n'est pas assez militarisée, effectivement, on a vite fait, le gouvernement a vite fait d'appeler les militaires. C'est exactement ce qui se passe aux États-Unis depuis 20 ans. On a une militarisation des forces de l'ordre qui est très impressionnante. Pour vous donner une petite idée, dans ma toute petite ville du Montana de merde, alors vraiment le trou du cul du monde, il y a 2 ans, je crois, ils ont fait passer un truc où ils ont acheté un véhicule blindé pour 250 000 balles.
On est une petite ville de merde. Et donc, tous les gens dans la ville se sont dit, mais putain, mais pourquoi vous achetez un véhicule blindé où tu peux mettre 6 mecs derrière avec une tourelle et tout le bordel à 250 000 dollars? Qu'est-ce qui se passe dans notre ville pour que vous achetiez ça? Et en fait, ils en ont rien eu à branler, ils l'ont acheté quand même. Donc on a ça maintenant, un truc de police. Et donc on a cette militarisation qui est assez impressionnante des forces de l'ordre aux États-Unis. Ça va être pareil sur la totalité du monde, dans tous les pays du monde. Et donc on voit cette escalade un petit peu de cette course à l'équipement. Alors c'est très intéressant parce que plus ça va, plus les flics et les militaires s'équipent et plus les citoyens ont moins de droits de s'équiper. Jusqu'à un jour où, bien évidemment, on sera à 10 à 0, quoi. Donc c'est intéressant, ça me fait réfléchir, je pense que ça devrait faire réfléchir un petit peu tout le monde. C'est toujours très intéressant quand les gens ont un point de vue, un point de vue assez négatif sur la possession des armes à feu par le citoyen. Mais donc qu'est-ce que ça veut dire à terme? Ça veut dire qu'ils sont pour la possession totale de toutes les armes au monde par le gouvernement. Moi, je suis désolé, mais ça me fait froid dans le dos. On a eu combien de millions et de millions de morts de par nos gouvernements, que ce soit au travers du communisme, du socialisme, peu importe. Mais donc quand quand tous les biscuits sont d'un côté, c'est toujours un peu chiant. Et moi, je suis du côté du peuple. Donc, vu que je suis du côté du peuple et que je fais partie du peuple, effectivement, on a une. C'est assez bizarre de voir cette escalade des tactiques, des techniques, des méthodes, mais aussi du matériel employé par les forces de l'ordre et de nous voir de plus en plus interdits de plus en plus de matériel, que ce soit les masques à gaz, que ce soit les armes à feu bien évidemment, les systèmes de protection balistique, toutes ces choses-là. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir cette bascule. Et si à un moment on arrive dans des pays, il y a certains pays comme ça, beaucoup plus pire que la France, mais si on arrive à un moment où c'est 10 à 0, effectivement, là, ça devient chaud, chaud, chaud. Nifal photo, vol ouest, qu'emportez-vous dans l'avion? Bah, je prends pas l'avion. Déjà, ça commence comme ça. Kiffe ta life. Salut Vol, penses-tu que le survivalisme coûte cher? Exemple, ton pote qui achète une machine à 2500 $. Je t'encourage à aller lire un article. En fait, c'est une interview pour le magazine, le journal, le je sais pas quoi, Marianne, que j'ai fait sur le blog. Je crois qu'il est post-it en haut. Je réponds exactement à la question du journaliste qui est la même que la tienne. WDG Put, ouais, je sais pas comment on dit. Tu peux nous faire un petit descriptif du kit Évasion Station 9? Non. Je ne peux pas faire le descriptif. On va le mettre en vente sur Station 9. Donc, encore une fois, rester à l'affût. Et donc, à partir du moment où il sera en vente, je pourrais faire le descriptif, mais pas avant. Parce que si je mets le descriptif avant, je vous garantis qu'il y a un mec en Belgique qui va ouvrir une boîte et qui va nous sortir des kits évasion et qui va copier notre truc. Vincent J8, salut Vol, comment extrais-tu le miel de tes cadres? Délicatement, très délicatement. Non, on a une machine et tout. Faudrait que je fasse un truc. Euh,
V0I2N9CE. Si on réfléchit en coût, des fois c'est pas la bonne réflexion. Bénéfice, donc coût-bénéfice. Est-ce que tes ruches sont rentables avec tes pertes? Pas la bonne vision du truc, je sais. Non, non, mais c'est pas. Des fois, c'est pas la bonne vision, mais là, pour le coup, ça peut être la bonne vision parce que effectivement, c'est pas donné à tout le monde. Ça coûte assez cher l'apiculture, et donc c'est une bonne question. Écoute, même avec nos pertes, le coût-bénéfice reste positif pour nous, pour le moment. Après, ça dépend combien t'as de ruches, ça dépend, tu vois, si c'est juste pour toi, si tu veux pas vendre, tout ça, quoi. Pipio, es-tu attentif à laisser le moins de traces électroniques informatiques pour préserver ton anonymat? Bon, pour moi, c'est trop tard. Moi, j'avais un choix à faire. C'est soit je restais dans l'anonymat et vous auriez jamais entendu parler de moi, ce qui est valable. Mais j'ai pris la décision de faire d'entreprendre ce témoignage parce que je pense que le témoignage est très important aujourd'hui. Et donc, à partir du moment où j'ai pris la décision de faire ce témoignage, bien évidemment, j'essaye de faire attention le plus possible, de freiner le plus possible l'engrenage trace électronique et tout le bordel, mais pour moi c'est mort, c'est flingué, c'est trop tard. Donc voilà. C'est une décision, hein, c'est une décision. Chacun prend sa sienne. J'aurais très bien pu fermer ma gueule et voilà, déménager en Lozère et c'est tout. Euh, les Bretons, la Corse, la Bourgogne, la Lozère, l'Ariège, tout le monde vote pour son petit coin. La Bretagne, c'est vraiment joli. J'aime vraiment bien la Bretagne, mais putain, les Bretons, c'est des alcooliques, quoi. Euh, mais là, la Lozère, franchement, c'est bien, hein. Mais peut-être que les Bretons, en fait, c'est peut-être les plus insoumis de tous, en fait. Faut voir. La Lozère, il y a tellement peu de gens qu'on n'entend même pas parler d'eux. On ne sait pas ce qu'ils veulent, on ne sait pas ce qu'ils sont. C'est difficile. Euh... Jock Roden, salut. Est-ce que tu as prévu de faire un rétexte sur les sacs Mystery Ranch? Non, j'ai pas prévu. Je peux en faire un puisque j'ai un sac. Si ça intéresse. Mais voilà quoi. Il y a des questions que j'ai répondu. Hop. Salut Papillon. Vous avez vu le... Alors bon, moi je suis très fan du Papillon, le film avec Steve McQueen, celui d'avant là, le premier en fait. Je trouve que c'est un film absolument fantastique. J'adore. Bon, je suis très fan de Steve McQueen aussi. Grande évasion, Papillon, super. Mais en fait, j'ai vu le dernier il y a pas très longtemps. Le dernier Papillon là, et c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Ils ont fait du bon boulot. Eric Wattre, des nouvelles du coteau Montana. Écoute, si normalement, touchons d'un pot de singe.
Normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir des nouvelles. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose pour l'hérital, mais normalement, la semaine prochaine, on devrait avoir des nouvelles. Donc, comme je l'ai déjà dit, vous serez les premiers à être au courant. Dès que Bastien et moi, on le sait, on fera même un live, on en parlera, bref, on vous dira ce qui se passe. À quand la nouvelle vidéo sur ton kit véhicule? Ça arrive, ça arrive. Je suis hyper occupé en ce moment. Putain, j'ai 30 000 trucs à faire à la fois. Plus le boulot, plus putain, les poules, les abeilles, les canards. Donc, vous voulez aller voir les canards? Répondez pas tous à la fois, hein. Mais donc, ça va venir. Ça va venir. Faut que je le sorte, toi, faut que je nettoie ma table, que je range tout, que je le sorte, que je le déballe. Et donc, voilà. Mais ça va venir, ça va venir. Du coup, j'ai des gants en nitrile en permanence sur moi H24 depuis hier soir. Bah, ça fait même pas 24 heures, donc tu peux pas les avoir en permanence H24 avec toi. Mec pas chiant, tu sais. Non, c'est bien, c'est très bien. Hi girls, hi, what's up? What's up girls? Bon, voilà, Jojo et Daphné ont putain grandi d'une force incroyable. Hmm? What's up girls? What's up girls? Hmm? What's up? Yes. Hi Daphne. Hi Jojo. Yes. Good duckies. Good little duckies. Donc ils vont nous faire des œufs dans 6 mois. Donc ça prend à peu près 6 mois. Ça prend à peu près 6 mois pour qu'ils nous fassent des œufs. Si c'est 2 femelles. Et donc, mais donc voilà, ils grandissent vitesse grand V. C'est hyper impressionnant. Alors ils sont hyper attachés, hein, l'un à l'autre, normal. Mais donc voilà, les canards. On leur donne des bains tous les soirs. Ils s'éclatent. C'est la belle vie, quoi. C'est quelle variété de canard? C'est des Pékins. Des Pékins. Et qu'est-ce qu'on met dans l'euro pour qu'ils grandissent si vite? De la vodka. Ah, je déconne. Hein. Voilà pour les canards. J'ai zappé une multitude de questions. Pipio, tu penses trop. Tu réfléchis trop. Fais ton truc, fais ta ferme. Laisse les gouvernements, laisse le progrès derrière. Laisse-les s'amuser. Alain 1000, en dehors du duct tape, y a-t-il d'autres types de tape que tu conseilles et pour quelle utilisation? Moi j'aime bien le Gorilla. Est-ce que j'ai du Gorilla là? Normalement, est-ce que j'ai du Gorilla? J'avais un. J'ai toujours un bout de Gorilla là normalement. Merde. C'est toujours quand tu veux un truc que t'en as pas. Oh, ça c'est mon seau de tape. C'est que du tape à l'intérieur du seau. Gorilla. Gorilla, c'est bien. Donc t'as le duct tape tradi et Gorilla. C'est les deux tapes vraiment. C'est les deux tapes qui tiennent la route, quoi.
Euh, Schmili 54. Tes canards vont travailler au jardin. Bien sûr qu'ils vont travailler au jardin. Tout comme les poules, ils viennent, ils bouffent les limaces, ils bouffent des trucs, ça gratouille, ça chie, ça fait tout ça quoi. Ça fait vivre un jardin. C'est euh, c'est de la biodiversité. Ça a tout a un sens, tout marche ensemble. Le problème avec l'agriculture moderne, c'est qu'on a vraiment voulu tout séparer. On a voulu séparer les animaux des champs, on a voulu séparer les mauvaises herbes des champs, tu vois. Et en fait, on a enlevé les arbres, on a enlevé les haies, tous ces bordels-là. On a tout séparé. Mais en fait, tout cet écosystème en fait marche ensemble. Tout est lié, tout travaille ensemble. Et c'est génial. Et c'est génial. Franchement, rien que de les voir tous travailler ensemble, moi, voilà, c'est bien. Vince, Vincent Zhao, salut Vol, je te suis depuis 2011, donc 8-9 ans. Ça me fait marrer de voir l'influence que tu as dès que tu parles d'un objet-outil. Quelques temps après, on les trouve en France. Voilà, c'est bien. Putain. Natio de France. Peut-être que je vais arrêter de prendre les questions 12. Les 12 semi-autos sont-ils plus fiables que les 12 à pompe ou l'inverse, à ton avis? C'est pas mon avis, c'est un fait. Les 12 à pompe sont bien sûr beaucoup plus fiables que les semi-automatiques. Tout ce qui est semi-automatique ont une mécanique beaucoup plus complexe que le reste. Et donc c'est pour ça qu'on privilégie des mécaniques beaucoup plus rustiques et simples pour l'univers de la survie et donc des monocoups, des deux coups et des trucs à pompe. Après, ça ne veut pas dire que les semi-autos sont pas bien, ça ne veut pas dire qu'il y a des bons, qu'il n'y a pas de bons semi-autos sur le marché. Il y a d'excellents semi-autos sur le marché, mais question fiabilité, effectivement, ils seront toujours, par fait mécanique, toujours moins fiables et surtout plus fragiles qu'un fusil de chasse monocoup, deux coups ou à pompe. KJZK, quel budget attribues-tu à la formation? Alors j'ai déjà un petit peu répondu à la question d'une manière détournée, mais en fait je ne travaille pas sur budget. Je ne sais pas pourquoi, putain, vous êtes tous des fils de comptables ou quoi? Je rigole parce que mes deux parents sont comptables. Je travaille pas en termes de budget, je travaille en termes. Je suis vachement plus. Putain, vous avez l'impression que je suis allemand ou quoi? Il y a un truc qui me plaît, il y a une formation qui me plaît. Est-ce que j'ai l'argent ou pas? Voilà, je travaille comme ça. Donc j'ai pas. Des fois, dans une année, je ne fais aucune formation, ou alors je me démerde pour faire des formations gratuites. C'est-à-dire que j'y vais en tant que photographe et j'échange en fait mes services, je fais du troc. Moi je fonctionne beaucoup en troc les gars. Donc j'échange mes services de photographe, ça m'arrive tout le temps d'appeler un mec et lui dire hey, tu fais un cours machin, est-ce que tu veux des photos pour ton cours? Et j'y vais. Et directement ou indirectement, je fais le cours aussi. Donc je marche beaucoup comme ça, mais il y a des années où j'ai aucun budget, je dépense rien en formation, et puis il y a des années où je vais dépenser 1000 balles en formation. Voilà, ça dépend des ouvertures, ça dépend de ce qu'il y a à côté de chez moi. Euh, voilà. Mais je fonctionne pas, je me dis pas, tiens, cette année j'ai 250, je suis pas Picsou quoi, 250 dollars pour mes formations. Mort Thomas, bonsoir Vol. C'est bonjour pour moi. Un petit point sur le concept de Greyman et des conseils pour les gens qui voyagent. Euh, j'ai fait un podcast super intéressant. Donc il est sur le blog. Putain, je me rappelle plus avec qui je l'ai fait.
J'ai fait 2 heures de podcast sur justement la thématique du voyage. On a énormément parlé voyage de mon point de vue. Donc Greyman, organisation, matos, psychologie, tout le bordel, tout y est passé. Et donc je t'encourage à aller voir. Voilà, si tu tapes podcast sur le blog, le moteur de recherche du blog, normalement tu vas trouver. Euh, 2C1, c'est une CB qui traîne sur ton établi derrière toi. Non, c'est une radio amateur. Radio amateur, mais portable. Comme ça, je peux faire les deux. Elle peut venir avec moi. Alors j'ai tout un... Putain, est-ce que j'entame la conversation? Euh, je... Raspberry Pi, le petit ordinateur Raspberry Pi, peut se coupler avec une radio amateur pour faire un kit d'émission, transmission mobile en cas de rupture de la normalité. Oh, c'est beau, putain. Arnaud. Arnaud. Malin, malin. Salut Vol Ouest. Tu as récemment parlé de ton bracelet brise-vitre qui semble être constitué de carbure de tungstène. As-tu pris en compte les effets nocifs potentiels de ce matériau sur la santé? Alors mon pote, si je commence à prendre en compte les effets nocifs d'un petit bracelet de merde autour de mon poignet, autant me tirer une balle tout de suite parce que voilà, alors c'est parti, les radios machin du téléphone, les néons au-dessus de la tronche. Là, ne parlons pas de la bouffe merdique que je bouffe depuis que je suis né en 1972, quand c'était l'époque de la Révolution verte. Mes parents ont été informés par les docteurs à ma naissance qu'il fallait javeliser tout l'appartement tous les jours. Je t'imagine pas les dégâts. Bref, on n'en finit plus. Autant te tirer une balle dans la tronche si tu commences à penser aux effets nocifs potentiels d'une petite bille de tungstène sur ton poignet. Genre là, mon pote, déshabille-toi, tout nu, feuille sur le zizi, pas d'ortie, ouais, feuille sur le zizi, pars, j'en sais rien moi, en Amazonie, et va vivre dans la jungle. Parce que là, tu vas pas t'en sortir. Donc, pour répondre à ta question, non, j'ai pas pris en compte et je m'en branle, mais alors complètement. James survit. Quels étaient tes critères pour l'achat de ta ferme urbaine? Une multitude de critères. Les plus importants, je vais résumer les plus importants. Le plus important, c'était un garage de voitures, une cheminée et un jardin d'environ 1000 mètres carrés. Voilà, c'était vraiment pour moi les trucs les plus importants. La cheminée, juste pour nous donner dès le départ un 2C1 et un C-rien par rapport au chauffage, parce qu'on vit dans le Montana. Donc là, si on perd le chauffage central, c'est la mort. Donc je voulais absolument une cheminée comme base de départ. Un garage de voitures, parce que comme tu le vois, j'ai pas de voiture dans mon garage. Je m'en sers. Tiens. Wow! Je peux pas vous montrer ce qu'il y a dans mon garage. Je m'en sers comme shop, comme atelier, comme studio photo, comme je fais des pornos ici. Non, je déconne. Comme studio photo, bref, une multitude de choses qui me sert à gagner de l'argent. Ok. Donc c'était très important pour moi. Donc cheminée, un garage shop pour manipuler, construire, réparer, photographier, faire des livres et ainsi de suite, donc gagner de l'argent. Et un jardin d'environ 1000 mètres carrés. Alors j'ai jamais été hyper carré allemand par rapport au jardin. Je dis environ 1000 mètres carrés parce que environ 1000 mètres carrés, tu peux y coller 4 poules, un jardin potager et des abeilles. C'est ce que j'ai toujours voulu faire. Donc voilà, c'était vraiment mes gros critères. Après ça, effectivement, il y a d'autres petits critères qui viennent.
qui peuvent venir se greffer là-dessus, comme par exemple comment est construit la maison. Je voulais un truc à 2 niveaux. C'est toujours plus facile à défendre un truc à 2 niveaux. Je voulais, toi, une exposition au sud, machin. Bon, bref. Après, tu as de la chance ou t'en as pas. Il faut faire des compromis. Pipio, des films à conseiller se déroulant dans le Montana. Bon, il y a A River Ran Through It avec Brad Pitt là. Il y a une nouvelle série. J'en parlais à Bastien, je crois. Il y a une nouvelle série sur je sais pas quelle chaîne aux États-Unis. Peut-être que c'est pas sorti en France. Qui se passe dans ma ville. What? Qui se passe dans ma ville. C'est assez rigolo. Et donc, il y a Danse avec les loups dedans. Et c'est pas mal, c'est rigolo, c'est la vie moderne la complexité des ranchers. Donc c'est assez rigolo. Euh, hop. Attends, je vais zapper. Putain, je suis désolé, je zappe énormément de questions. Je suis désolé, il y a tellement de questions aujourd'hui que je suis obligé quoi. Jock Roldan, pourquoi 2 niveaux est plus facile à défendre? Parce que escalier. Demande à n'importe quelle équipe d'effraction de monter ou de descendre un escalier, voilà, c'est la mort. Ricky 6295, coucou vol. Es-tu calé sur les plantes? Ça me fait rire des fois les expressions françaises que j'oublie. Es-tu calé sur les plantes sauvages comestibles? Ça fait 9 ans que je le répète. Personnellement, je pense que l'approche avec les plantes comestibles donc doit être locale. Ça sert à rien d'acheter un livre sur les plantes comestibles qui poussent en Bretagne si vous habitez en Lozère. Donc prenez un truc hyper local. Généralement, ça n'existe pas. Il faut que vous fassiez vous-même trouver un vieux dans votre village ou une vieille qui vous montrera les plantes adéquates et bosser sur 5. Si au moins vous pouvez bosser sur 5 plantes, moi j'ai bossé sur 5 plantes ici sur ma propriété, donc 5 plantes sauvages comestibles et médicinales, parce qu'en fait le comestible, je fais du jardinage donc je m'en branle un peu, mais surtout médicinal, je pense que c'est très intéressant. C'est juste hyper intéressant. Ça va pas, je vais pas résorber un cancer avec 3 feuilles de chou sauvage. Mais voilà, ça fait le boulot. C'est sympa, c'est sympa. Yves Lamontagne, combien coûte une colonie d'abeilles dans le Montana? Qu'est-ce que tu en as à branler? Sincèrement, est-ce que tu vis dans le Montana? Est-ce que tu vas acheter une colonie d'abeilles chez moi dans le Montana pour la rapatrier en ce francs? Je ne vois pas ce que ça te donne de savoir combien ça coûte ici. Si c'est juste pour comparer, c'est bizarre. Euh, Anton M, que penses-tu, salut Antoine, que penses-tu des lance-pierres comme outil de chasse résilient pour petit gibier? J'en pense que c'est un outil intéressant. Je pense que c'est un outil intéressant. Il y a des lance-pierres qui sont beaucoup mieux que d'autres sur le marché. Est-ce que j'ai un lance-pierre là? Ouais, tiens, regarde. Ces lance-pierres là sont excellents. Double élastique. Ça envoie le. Un peu froid les élastiques.
ça envoie le pâté. Et donc voilà, il y a des lance-pierres qui sont mieux que d'autres. J'aime beaucoup cela. Je vous donnerai l'adresse. Je sais plus l'adresse. C'est marqué dessus. Ah tiens, c'est marqué dessus. Simple Shooter. Non, Simple Shot. Simpleshot.com. Voilà, simpleshot.com. Ils font des super lance-pierres pas chers. Et c'est vrai que c'est d'excellents et d'intéressants petits systèmes qu'on peut avoir dans la poche ou je sais pas quoi. Mais encore une fois, il y a des trucs mieux que d'autres. Bear Legios, tu es plutôt Quick Clot ou Wound Clock et pourquoi ton choix? Parce qu'au States on a du Quick Clot. Après, je suis pas essentiellement Quick Clot. Là, je suis sur du Celox. Les derniers trucs que Juju m'a conseillé, c'est le Celox en bande avec l'agent hémostatique dessus. Bande, agent hémostatique. Après que ça s'appelle Wound Clot ou Quick Clot, franchement, on en a rien à branler quoi. Si c'est une bande de gaz là, tu vois, une belle bande de gaz qui se plie, enrobée d'un agent hémostatique, ça va faire le choix. Je te dis là, le dernier truc. Voilà, je suis passé sur du Celox, Celox à bande, agent hémostatique. Très 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 bien. Xelia, elle utilise mon live pour sa messagerie personnelle, hein? Bonjour Vol, à quand une vidéo trauma kit de voiture? Ah, je viens de vous faire un trauma kit, je vais pas m'énerver une deuxième fois. C'est quoi mes bonbons? C'est des butterscotch. C'est de la poudre de tungstène. C'est de la poudre de tungstène enrobée de sucre de palme. Je reparlerai du trauma kit quand je ferai la vidéo effectivement pour le kit voiture, parce que ça fait partie du kit voiture. Je vais pas vous le redéballer. Maintenant, je crois qu'on a fait le tour du trauma kit, les gars. Mais voilà, si comme je l'ai dit, je suis ouvert. Si vous avez encore des questions, voilà. AllRob59, salut Volwest. Penses-tu faire un article ou une vidéo sur l'outillage de jardin? Je peux te la faire tout de suite si tu veux. Vidéo outillage de jardin, une pelle, un râteau, une bêche. Voilà. Ok. Donc c'est à peu près tout. Si vous, je sais, j'ai zappé. Je suis encore une fois, je suis désolé, j'ai zappé un million de questions. C'est la loi du live comme ça. C'est la loi Instagram. Hein. Je peux pas faire autrement. Ça va très très vite. Donc voilà. Ah la brouette. Voilà. Outillage de jardin. Regarde, va voir sur YouTube, va regarder les vieilles émissions avec Nicolas le Jardinier. C'est génial. Nicolas le Jardinier est mon héros. Va regarder les vidéos avec Nicolas le Jardinier et puis tu vas te dire, tu vas voir ce qu'il va avoir dans les mains. La bêche, la brouette, une pelle, un râteau. Bon voilà, il reste 20 secondes. Il reste 20 secondes. On se retrouve vendredi prochain ou peut-être avant si j'ai un coup de gueule à faire. Bien évidemment, abonnez-vous à ma chaîne, que ce soit YouTube ou sur mon compte Instagram. C'est là où je suis tous les jours et le plus souvent. Prenez soin de vous, stay safe et à tout de suite. Ciao.